bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on va écouter ensemble la quatrième et dernière partie de la mystérieuse affaire de Styles. Alors sans plus tarder, on va commencer. Allons, ma bonne Evie, un peu de prudence. Lawrence pense que notre mère a succombé à une crise cardiaque. Quel idiot ce Lawrence, rétorqua Miss Howard. Alfred Inglethorpe a tué cette pauvre Emily. Je vous avais bien dit qu'il en arriverait là. Ne criez pas comme ça, ma chère Evie. Quel que soit notre avis ou nos soupçons, il vaut mieux en dire le moins possible pour le moment. L'enquête officielle ne débutera que vendredi. Et puis quoi encore s'exclama-t-elle, superbe dans son indignation. Vous avez tous perdu la tête. Ce type aura quitté le pays depuis longtemps. Pas si bête. Il ne va pas attendre ici qu'on l'arrête pour le pendre. Et comme John Cavendish ne trouvait rien à dire, oh, je comprends, lança-t-elle. Vous avez écouté les sornettes des médecins. La chose à ne jamais faire. Qu'est-ce qu'ils y connaissent? Rien de rien, ou juste assez pour être dangereux. J'en sais quelque chose. Mon père était médecin. Ce petit Wilkins est le plus parfait imbécile que j'ai jamais vu. Une crise cardiaque, ça ne m'étonne pas. N'importe quel individu qui n'écouterait que son bon sens verrait tout de suite que c'est son mari qui l'a empoisonné. Je l'avais bien dit qu'il l'assassinerait dans son lit, ma pauvre Émilie. Et c'est ce qu'il a fait. Et vous vous contentez de bafouiller des âneries. C'est une crise cardiaque. L'enquête officielle ne débutera que vendredi. Vous devriez avoir honte, John Cavendish. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse demanda John, qui ne put réprimer un petit sourire. Je ne peux quand même pas le prendre par la peau du cou et l'emmener au commissariat. Vous pourriez au moins vous remuer, trouver comment il s'y est pris. C'est un type rusé. Il a dû faire une décoction de papier tue-mouche. Demandez à la cuisinière s'il lui en manque. Je compris sans l'ombre d'un doute que réussir à faire cohabiter Miss Howard et Alfred Inglethorpe représentait une tâche herculéenne, et je plaignais sincèrement John. À l'évidence, il était conscient de cette difficulté. Il chercha momentanément refuge dans la retraite et nous quitta avec une certaine précipitation. Lorsque Dorcas apporta le thé, Poirot quitta l'embrasure de la fenêtre où il s'était retiré et s'attabla en face de Miss Howard. « J'ai un service à vous demander, » dit-il d'un ton empreint de gravité. « Demandez toujours, » répondit la digne personne sans enthousiasme excessif. « J'aimerais pouvoir compter sur votre aide. Si c'est pour faire pendre Alfred Inglethorpe, avec plaisir, » lâcha-t-elle d'un ton farouche. Encore que ce soit une fin trop douce pour lui. Il mériterait l'écartèlement, comme dans le bon vieux temps. Nous sommes d'accord là-dessus, approuva Poirot. Je désire aussi envoyer le coupable à la potence. Alfred Inglethorpe, lui ou un autre. Pas question d'un autre. Avant qu'il ne pointe le bout de son nez, Émilie n'avait jamais été assassinée, que je sache. Je ne dis pas qu'elle était entourée d'anges, mais ces requins-là ne convoitaient que son porte-monnaie. Au moins sa vie n'était pas menacée. Survint M. Alfred Inglethorpe, et en 2 mois, le tour est joué. Croyez-moi, Miss Howard, affirma Poirot, si M. Inglethorpe est notre homme, il ne m'échappera pas. Sur mon honneur, je le ferai pendre haut et court. J'aime mieux ça, approuva Miss Howard, déjà plus favorablement disposée. Mais je dois vous demander de me faire confiance. Votre concours peut m'être très précieux. Je vais vous dire pourquoi. Dans cette maison frappée par le deuil, vous êtes la seule à avoir pleuré. Miss Howard cligna plusieurs fois des paupières et sa voix prit une intonation plus douce. Si vous voulez dire par là que j'avais de l'affection pour elle, eh bien c'est vrai. Vous savez, Émilie était une vieille femme égoïste à sa manière. Elle était très généreuse, mais il lui fallait quelque chose en retour. Elle rappelait toujours aux gens ce qu'elle avait fait pour eux. C'est pourquoi elle n'était pas aimée. Elle ne s'en rendait d'ailleurs pas compte, et ça ne lui manquait pas. Du moins, je l'espère. Pour moi, c'était différent. Dès le premier jour, je lui avais dit « Je veux tant de livres par an, un point c'est tout. Pas de gratification par-ci par-là, pas de paire de gants en cadeau, ni de place de théâtre gratuite. » Au début, elle n'avait pas compris. Je crois même qu'elle en était vexée. Elle me traitait de sotte et d'orgueilleuse. Ce n'était pas vrai, mais je ne pouvais pas le lui dire. Mais c'est comme ça que j'ai gardé ma fierté. Et j'étais la seule qui pouvait se permettre de l'aimer. Je prenais soin d'elle, je la protégeais des autres. Mais voilà qu'arrive une fripouille, au discours sucré et pff. Toutes ces années de dévouement ne comptent plus. Poirot acquiesça avec un sourire compatissant. Je devine ce que vous ressentez, mademoiselle. C'est bien naturel.
Vous nous jugez trop timorés. Vous pensez que nous manquons d'ardeur à la tâche. Mais croyez-moi, ce n'est pas le cas. La porte s'ouvrit soudain et John passa la tête pour nous inviter, tous deux, à l'accompagner dans la chambre de Madame Inglethorpe. M. Wells et lui avaient fini d'examiner le secrétaire du boudoir. Alors que nous montions à l'étage, John lança un regard vers la porte de la salle à manger et me glissa à l'oreille. « À votre avis, que se passera-t-il quand ces deux-là se rencontreront ?» Je secouai la tête en signe d'impuissance. Je recommandai à Mary de les tenir éloignés, autant que faire se pourra. Elle y parviendra, Dieu seul le sait, mais il y a fort à parier qu'Inglethorpe ne cherchera pas à provoquer une rencontre. « C'est vous qui avez toujours la clé, n'est-ce pas, Poirot ?» demandai-je, comme nous atteignions la porte de la chambre. John la lui prit des mains et ouvrit. Nous entrâmes dans la chambre de la défunte, et M. Wells se dirigea directement vers le secrétaire suivi de John. « Ma mère gardait les papiers importants dans cette mallette, je crois, » expliqua-t-il. Poirot sortit le trousseau de clés de sa poche. « Permettez, par mesure de précaution, je l'ai fermée à clé ce matin. »« Mais elle n'est pas fermée. »« Impossible. »« Voyez vous-même. »« Mille tonnerres, jura Poirot abasourdi. »« J'ai pourtant les deux clés dans ma poche. » Il saisit la mallette et blêmit. « Ça, par exemple. »« Eh bien, elle n'est pas mauvaise, celle-là. Messieurs, on l'a forcée, cette serrure. »« Quoi ?» Poirot reposa la mallette. « Qui a bien pu la forcer? Et pourquoi? Quand? » Mais la porte était verrouillée. Nous parlions tous en même temps. Poirot reprit chacune de ces exclamations de façon systématique. « Qui, c'est la question principale. Pourquoi, j'aimerais bien le savoir. Quand? Depuis que je suis sorti d'ici, c'est-à-dire il y a moins d'une heure. Quant à la porte, sa serrure est des plus ordinaires et n'importe quelle autre clé du même modèle peut l'ouvrir. » Nous échangeâmes des regards consternés. Cependant, Poirot s'était approché de la cheminée. S'il donnait l'impression de conserver son calme, je notai que ses mains tremblaient, tandis qu'il corrigeait machinalement sur le manteau de marbre l'alignement des vases emplis d'allume-feu. « Voyons, dit-il après un certain temps. Nous pouvons aisément retracer l'enchaînement des faits. Cette mallette contenait une preuve, peut-être anodine en elle-même, mais qui pouvait conduire à l'identification du meurtrier. Il était donc vital pour celui-ci de la faire disparaître, avant qu'on en découvre la signification réelle. C'est pourquoi il a pris le risque, le très grand risque, de s'introduire ici. Trouvant la mallette fermée à clé, il s'est vu obligé d'en forcer la serrure, trahissant ainsi sa manœuvre. Mais pour qu'il ait encouru le danger d'être démasqué, il fallait que cette preuve fût accablante. Qui était-ce à votre avis? Ah, s'exclama Poirot avec un geste trahissant sa colère. C'est ce que j'aimerais bien savoir. Un document quelconque, selon toute probabilité. Il pourrait s'agir de cette feuille de papier que Dorcas a vue entre les mains de Madame Inglethorpe hier après-midi. Et moi, son énervement décupla soudain. Misérable imbécile que je suis, je ne l'ai pas deviné. Je me suis comporté comme le dernier des idiots. Jamais je n'aurais dû laisser la mallette dans cette chambre. J'aurais dû la garder auprès de moi. Ah, triple buse que vous êtes, Hercule Poirot. Par votre négligence, cette preuve a disparu. Sans doute a-t-elle été détruite. À moins que, s'il reste la plus infime chance, nous ne devons pas la négliger. Il sortit de la pièce avec une telle précipitation que je mis un temps avant de réagir et de le suivre. Mais il avait déjà disparu quand j'arrivai en haut des marches. Sur le palier, Mary Cavendish, immobile, l'avait suivi du regard. « Quelle mouche a donc piqué votre extraordinaire ami, monsieur Hastings? Il vient de dévaler l'escalier tête baissée. »« Il s'est énervé sur un détail, » répondis-je vaguement, car je n'étais pas du tout certain que Poirot apprécierait une indiscrétion de ma part. Un vague sourire détendit les lèvres de madame Cavendish, et je tentai de changer de sujet. « Ils ne se sont pas encore croisés. De qui parlez-vous? »« De Miss Howard et d'Alfred Inglethorpe. » Le regard qu'elle posa sur moi avait quelque chose de déroutant. « Vous pensez vraiment que leur rencontre serait dramatique? Ce n'est pas votre avis? » répliquai-je avec quelques étonnements. Elle eut ce sourire serein qui lui allait si bien. « Non, ça ne me déplairait pas d'assister à une belle altercation. Voilà qui dégagerait peut-être l'atmosphère. Tout le monde réfléchit beaucoup trop en ce moment, et personne ne dit ce qu'il a sur le cœur. John ne partage pas cet avis. Il fait tout pour les tenir éloignés les uns des autres. Oh, John !» Quelque chose en elle commençait à m'agacer.
et je ne pus m'empêcher de m'exclamer. John est un chic type. Elle m'observa avec un certain étonnement. Puis, à ma stupeur, elle constata. Vous faites preuve d'une grande loyauté envers votre ami. C'est une chose qui me plaît en vous. N'êtes-vous pas mon ami, vous aussi? Je suis une très mauvaise amie. Pourquoi dites-vous cela? Parce que c'est la vérité. Je suis tout à mes amis un jour, et le lendemain je les ignore complètement. Je ne sais pas pourquoi, mais décidément l'agacement me gagnait. Avec un manque de tact regrettable, je lançai. Pourtant, vous semblez toujours disponible pour le docteur Bauerstein. À peine eus-je lâché ces mots que je me maudis. Les traits de madame Cavendish se durcirent, comme si un masque rigide se posait sur son visage. Les lèvres serrées, elle tourna les talons et monta l'escalier d'une démarche raide. Écrasé par ma propre stupidité, je restai immobile, bouche bée, à la regarder s'éloigner. Les échos d'une violente diatribe me ramenèrent à la réalité. Je reconnus la voix de Poirot et son exécrable salmigondis de français mêlé à notre belle langue. Il confessait son erreur à la cantonade, comme désireux de l'expliquer à tous. J'en fus quelque peu vexé. Les trésors de diplomatie que j'avais su déployer étaient réduits à néant. Navré aussi, ce procédé me paraissait pour le moins discutable. Peiné par-dessus tout, la propension de Poirot, l'âge venant, à perdre tout contrôle dans les moments de tension me frappa à nouveau douloureusement. Je descendis rapidement dans le vestibule. Dès qu'il me vit, le petit Belge parut recouvrer son calme. Je le pris à l'écart. « Allons, mon ami, lui dis-je, avez-vous perdu tout sens commun? Vous voulez donc que tout Styles Court apprenne la disparition de cet indice? Votre comportement fait le jeu du coupable. » « C'est ce que vous pensez, Hastings? » ?»« J'en ai la certitude. »« Fort bien, mon ami. Je m'en remets à vous. » »« Voilà qui est mieux. Mais je ne vous cache pas qu'il est peut-être un peu tard. » »« Certes. Il paraissait tellement penaud que j'en éprouvais quelques remords. Et cependant mes remontrances n'en semblaient pas moins justifiées. « Eh bien, dit-il après un long moment de silence, si nous partions, mon bon ami. Vous n'avez plus rien à faire ici? » « Non, du moins pour l'instant. M'accompagnerez-vous jusqu'au village? » « Avec plaisir. » Il prit sa trousse et nous sortîmes par la porte-fenêtre du salon. Nous croisâmes Cynthia Murdoch, qui venait du jardin, et Poirot s'écarta pour lui laisser le passage. « Excusez-moi, mademoiselle, rien qu'une minute. » Elle lui lança un regard interrogateur. « Oui, qu'y a-t-il? Vous est-il arrivé de préparer les remèdes de madame Inglethorpe? » Une légère rougeur envahit ses pommettes, et elle eut soudain l'air embarrassé. « Non. Simplement ses poudres, peut-être. »« Ça, oui, répondit-elle en continuant de rougir. Une fois, je lui ai préparé quelques doses de poudre somnifère. »« Comme ceci ?» demanda Poirot en exhibant la petite boîte trouvée dans la chambre de la défunte. Elle acquiesça. « Pourriez-vous me préciser leur composition? Ces doses étaient-elles à base de sulfonal, de véronal? »« Non, de bromure. »« Ah, je vous remercie, mademoiselle, et vous souhaite une bonne journée. » D'un pas rapide, nous nous éloignâmes de Styles Court. Je lançai à mon ami des regards furtifs. J'avais déjà noté que le vert de ses yeux, tout comme chez le chat, s'accentuait sous le coup d'une vive excitation. En cet instant, il brillait comme des émeraudes. « Mon bon ami, déclara-t-il enfin, j'ai une petite théorie, assez étrange et peut-être erronée, et pourtant elle cadre à merveille avec la trame de notre affaire. » J'eus un haussement d'épaules. Poirot me paraissait un peu trop sujet aux idées saugrenues. Dans le cas qui nous préoccupait, la solution de l'énigme crevait pourtant les yeux. « Vous avez donc trouvé l'explication du nom manquant sur l'étiquette, dis-je. Très simple, en effet. Je me demande d'ailleurs pourquoi je n'y avais pas songé. » Poirot ne semblait guère me prêter attention. « Ils ont découvert quelque chose. Autre chose, là-bas, » fit-il en désignant du pouce Styles Court. « Monsieur Wells m'en a fait part alors que nous montions inspecter la chambre. » « De quoi s'agit-il? » « Ils ont trouvé dans le secrétaire fermé à clé du boudoir un autre testament, rédigé par madame Inglethorpe. Celui-ci porte une date antérieure à son mariage avec Alfred Inglethorpe, et qui correspond sans doute à l'époque de leurs fiançailles.
Welsh et Cavendish en ignoraient l'existence. Madame Inglethorpe y lègue tous ses biens à son futur mari. C'est écrit en toutes lettres, avec un formulaire imprimé, contresigné par 2 des domestiques, mais pas Dorcas. Et Alfred Inglethorpe était-il au courant de l'existence de ce document? Il m'a affirmé le contraire. Déclaration qu'on ne peut pas prendre pour argent comptant, fis-je remarquer. Tous ces testaments rendent les choses bien confuses. Au fait, dites-moi, comment les quelques mots griffonnés sur cette enveloppe vous ont-ils permis de déduire qu'un testament avait été rédigé hier après-midi? Mon bon ami, répondit Poirot en souriant, vous est-il déjà arrivé d'hésiter sur l'orthographe d'un mot au moment de l'employer dans une lettre? Oui, en plus d'une occasion. Et tout le monde a ce genre d'hésitation. Justement. Et n'avez-vous pas alors écrit le mot 1 ou 2 fois sur votre buvard ou sur un papier quelconque pouvant servir de brouillon pour mieux voir si son orthographe vous paraissait correct? Eh bien, c'est précisément ce qu'a fait Madame Inglethorpe. Le participe possédé est écrit une première fois avec un seul S, correctement, avec 2 pour mieux juger. Elle l'a ensuite employé dans une phrase. Je suis possédé. Où cela ne mène-t-il? Madame Inglethorpe a donc écrit ce mot, possédé, hier après-midi. En faisant le rapprochement avec le morceau de papier retrouvé dans les cendres de la cheminée, l'éventualité d'un Nouveau Testament a pris corps, car c'est un verbe fort usité dans un tel document. Un autre indice est venu conforter cette théorie. Dans l'affolement général qui a marqué la matinée, on a oublié de faire le ménage dans le boudoir. Près du secrétaire, j'ai trouvé de nombreuses traces de terreau et de terre de jardin. Or, le temps est sec depuis plusieurs jours, et aucune chaussure civilisée n'aurait laissé de traces aussi importantes. J'ai regardé par la porte-fenêtre du boudoir et j'ai découvert le parterre de bégonias fraîchement plantés. Le terreau est identique à celui qui macule le tapis. Et vous m'avez appris qu'on avait planté des bégonias hier après-midi. J'en ai donc conclu qu'un des jardiniers, et plus probablement les 2, puisqu'il y avait 2 séries d'empreintes différentes sur la terre, était entré dans le boudoir. Si Madame Inglethorpe avait simplement voulu leur dire un mot, elle serait allée jusqu'à la porte-fenêtre et n'aurait donc pas pénétré dans la pièce. La déduction s'est imposée d'elle-même. Elle venait de rédiger un testament et les avait fait venir pour le contresigner. La suite a prouvé que j'avais vu juste. Je ne pouvais que m'incliner devant la qualité de cette déduction. Très ingénieux, et je dois avouer que je m'étais fourvoyé, ajoutai-je. Les conclusions que j'avais tirées de ces quelques mots griffonnés sur l'enveloppe étaient totalement fausses. Poirot eut un rire plein d'indulgence. Vous avez lâché la bride à votre imagination. L'imagination est une qualité lorsqu'elle sert, mais un défaut si elle commande. Plus l'explication est simple, plus elle est probable. Autre chose, comment avez-vous su que la clé de la mallette violette avait été égarée? Mais je ne le savais pas, c'était une simple supposition, qui s'est heureusement révélée juste. Vous vous souvenez du morceau de fil de fer entortillé autour de l'anneau? J'en ai immédiatement déduit que la clé avait sans doute été arrachée d'un porte-clés peu solide. D'autre part, si Madame Inglethorpe l'avait perdue, puis retrouvée, elle l'aurait remise avec son trousseau. Or, sur celui-ci se trouvait un double flambant neuf, aux brillants caractéristiques. D'où mon hypothèse, quelqu'un d'autre avait mis l'original dans la serrure de la mallette. Et ce quelqu'un ne peut être qu'Alfred Inglethorpe, enchaînai-je. Poirot me considéra avec étonnement. Vous êtes certain de sa culpabilité? Bien sûr. Chaque nouvel indice l'accuse plus clairement. C'est tout le contraire, affirma Poirot paisible. Plusieurs faits plaident en sa faveur. Vous plaisantez? Non. Des faits qui plaident en sa faveur, comme vous dites, je n'en vois qu'un. Et c'est son absence de Styles Court hier soir. Vous n'avez vraiment pas tapé dans le mille, mon bon ami. C'est d'après moi le seul point qui parle en sa défaveur. Et pourquoi donc? Parce que c'est exactement ce qu'il aurait fait s'il avait su que sa femme allait être empoisonnée cette nuit. Le prétexte qu'il a invoqué est de toute évidence un faux prétexte, et ne s'explique que de 2 manières. Ou bien il savait ce qu'il allait se produire, ou bien son absence était motivée par une autre raison.
Laquelle, d'après vous? Demandai-je sceptique. Comment la connaîtrais-je? Répliqua-t-il en haussant les épaules. Mais elle est sans doute inavouable. Ce monsieur Inglethorpe me semble appartenir à la catégorie des franches canailles, ceux qui n'en fait toutefois pas d'emblée un meurtrier. J'étais peu convaincu et je ne cherchais pas à le cacher. Vous ne partagez pas mon avis, je vois, fit Poirot. Eh bien, laissons cela pour le moment. L'avenir se chargera de nous départager. Intéressons-nous plutôt à d'autres aspects de cette affaire. Par exemple, les portes de la chambre de Madame Inglethorpe, qui étaient toutes verrouillées de l'intérieur. Qu'en déduisez-vous? Cette question me prit quelque peu au dépourvu. Eh bien, ce fait doit pouvoir s'expliquer d'un point de vue logique. Exact. Alors voici ce que je pense. Les portes étaient bien verrouillées, comme nous avons pu le constater de nos propres yeux. Mais l'existence de la tache de bougie sur le tapis et la destruction du testament prouvent que quelqu'un s'est introduit dans la chambre pendant la nuit. Vous êtes d'accord jusqu'à maintenant? Tout à fait. Votre exposé est d'une remarquable limpidité. Mais poursuivez, je vous prie. Merci, dis-je encouragé. L'intrus n'a pu entrer ni par la fenêtre, ni par l'opération du Saint-Esprit. C'est donc Madame Inglethorpe elle-même qui a dû lui ouvrir. Cela me conforte dans ma conviction qu'il s'agit de son mari, car c'est la personne qu'elle aurait sans doute laissé entrer plus facilement. Mais Poirot secoua la tête. Vous croyez ça? Rappelez-vous qu'elle avait verrouillé la porte de communication entre leurs deux chambres. C'est un fait dont elle n'était pas coutumière, mais une violente altercation les avait opposés l'après-midi même. Non, son mari était bien la dernière personne qu'elle l'aurait laissé entrer cette nuit-là. Pourtant, la porte n'a pas pu être ouverte que par Madame Inglethorpe elle-même. Vous êtes d'accord sur ce point? Il existe une autre explication. Et si, avant de se coucher, elle avait oublié de verrouiller la porte donnant sur le couloir, n'aurait-elle pu se relever plus tard, disons vers l'aube, pour la fermer? Poirot, sérieusement, et tout à fait entre nous, c'est là votre thèse? Je n'ai pas dit cela, mais c'est une possibilité. Abordons maintenant cette affaire sous un autre angle. Comment expliquez-vous ces bribes de conversation que vous avez entendues par hasard entre Madame Cavendish et sa belle-mère? Cela m'était sorti de l'esprit, dis-je pensivement, et je dois avouer que je ne comprends toujours pas. J'imagine mal pourquoi une femme comme Madame Cavendish, qui est aussi fière que réservée, se serait immiscée avec une telle passion dans une affaire qui ne devait pas la regarder. Précisément, voilà un comportement bien surprenant chez une femme de son éducation. Assez surprenant en effet, mais sans grande importance à mon avis. Je pense que nous pouvons laisser de côté ce détail. Poirot laissa échapper un son plaintif. Oublieriez-vous ce que je vous ai maintes fois répété? Aucun détail ne doit être négligé. S'il ne cadre pas avec la théorie, alors c'est elle qui est fautive. Eh bien, nous verrons, rétorquai-je un peu agacé. Exactement, nous verrons. Nous étions arrivés devant l'Eastways Cottage. Poirot m'invita dans sa chambre et m'offrit une de ces petites cigarettes russes qu'il fumait à l'occasion. Non sans amusement, je vis qu'il conservait avec un soin maniaque les allumettes utilisées dans un petit pot en porcelaine. J'en oubliai mon irritation. Poirot avait disposé 2 fauteuils devant la fenêtre ouverte, qui donnait sur la rue principale du village. Un léger courant d'air agréablement tiède annonçait que la journée serait chaude. Soudain mon regard fut attiré par un jeune homme qui descendait la rue, d'un pas pressé. Il était extraordinairement maigre, mais surtout son visage qui retint mon attention. On y lisait un curieux mélange de terreur et d'agitation. « Vous avez vu, Poirot ?» Mon ami se pencha pour regarder. « Tiens, Monsieur Mace, le préparateur de la pharmacie, et il vient par ici. » Arrivé devant la villa, le jeune homme hésita un instant, puis frappa énergiquement à la porte. « 1 minute !» lui cria Poirot par la fenêtre. « Je descends. » Il me fit signe de l'accompagner. Dès qu'il eut ouvert la porte, M. Mace se mit à parler. « Oh, monsieur Poirot, croyez bien que je suis désolé de venir ainsi vous importuner chez vous, mais j'ai appris que vous reveniez à l'instant de Styles Court. » C'est exact. Notre visiteur humecta ses lèvres sèches, tandis que son visage trahissait un profond trouble. Le village entier ne parle que de la disparition brutale de Madame Inglethorpe.
et certains vont même jusqu'à prétendre que sa voix devint un murmure prudent, que sa mort serait due à un empoisonnement. Poirot gardait une impassibilité totale. Seuls les médecins sont qualifiés pour le confirmer ou l'infirmier, monsieur Mace. Oui, bien sûr. Le jeune homme hésita encore un peu, puis, n'y tenant plus, il agrippa le bras de Poirot et baissa encore la voix. Rassurez-moi, monsieur Poirot. Il n'est pas question de strychnine, au moins. Je ne saisis pas ce que répondit mon ami, mais sans doute resta-t-il assez vague. Le jeune homme tourna les talons et repartit. Poirot referma la porte et son regard croisa le mien. Eh oui, fit-il avec un long hochement de tête. Il lui faudra venir témoigner à l'enquête. Nous regagnâmes sa chambre sans hâte. J'allais dire quelque chose, mais Poirot, d'un geste, m'intima le silence. Pas maintenant, mon bon ami. Il me faut réfléchir. Une certaine confusion régnait dans mon esprit, et il serait fâcheux qu'elle s'installât. Pendant les 10 minutes qui suivirent, il ne desserra pas les lèvres, et garda une immobilité parfaite, si l'on excepte les mouvements légers mais expressifs de ses sourcils. Le vert de ses yeux s'accentua notablement. Un profond soupir annonça la fin de ses cogitations. Bien, le mauvais moment est passé. À présent, les choses se présentent dans un ordre cohérent. On ne doit jamais laisser la confusion s'installer dans son esprit. Pourtant, notre affaire n'est pas encore résolue. Certes, non, car elle est extrêmement complexe. Si complexe que j'en suis encore dérouté. Moi, Hercule Poirot. 2 points sont d'une portée capitale. Lesquels? D'abord, le temps qu'il faisait hier. C'est d'une grande importance. Mais il faisait très beau, m'écriai-je. Allons, Poirot, vous me faites marcher, avouez-le. Pas le moins du monde. Le thermomètre a atteint 26 degrés à l'ombre. Gardez cela en tête, mais c'est la clé du mystère. Et le second point? Les goûts vestimentaires singuliers de M. Inglethorpe. Sa longue barbe noire et ses lunettes. Poirot, vous n'êtes pas sérieux. Je n'ai jamais été aussi sérieux, je vous l'assure. Mais c'est puéril. Non, c'est capital. Alors supposons que le jury du coroner conclue à la culpabilité de M. Inglethorpe et l'accuse de meurtre avec préméditation. Que deviennent vos belles théories? L'erreur de 12 hommes stupides ne pourrait les ébranler. Mais cela n'arrivera pas. En premier lieu, parce qu'un jury de campagne n'a aucune envie d'endosser semblable responsabilité, et que M. Inglethorpe occupe ici, de fait, la position d'un hobereau. Et surtout, ajouta-t-il avec le plus grand sérieux, parce que je ne permettrai pas une chose pareille. Vous ne le permettriez pas? Non. Partagé entre l'amusement et l'exaspération, je regardais cet extraordinaire petit bout d'homme. Il paraissait si sûr de son fait. Il eut un léger hochement de tête, comme s'il pouvait lire mes pensées. « Oh non, mon bon ami, ce ne sont pas des paroles en l'air. » Il se leva et vint poser une main sur mon épaule. Son visage changea du tout au tout, et je vis des larmes briller dans ses yeux. Dans toute cette affaire, voyez-vous, je songe à cette madame Inglethorpe, qui n'est plus. Elle n'a certes pas inspiré beaucoup d'amour, mais elle a fait preuve d'une grande bonté envers nous autres Belges, et je me sens une dette à son égard. Sans se laisser interrompre, il poursuivit. Que je vous dise encore ceci, Hastings. Si je laissais arrêter Alfred Inglethorpe maintenant, quand un seul mot de moi pourrait le sauver, elle ne me le pardonnerait jamais. L'enquête judiciaire. Jusqu'à l'ouverture de l'enquête judiciaire, Poirot redoubla d'activité. Par 2 fois, il discuta en privé avec M. Wells. Il s'adonna également à de longues promenades en solitaire dans la campagne environnante. Si ses recherches progressaient, il ne me mit pas dans la confidence, attitude qui me blessa, d'autant plus que je ne voyais pas dans quelle direction il s'orientait. Je le soupçonnais d'être allé rôder près de la ferme des Rijks. Il n'était pas chez lui quand j'y passais le mercredi en début de soirée. Je décidai alors d'aller rôder aux alentours de la ferme, en coupant à travers champs, dans l'espoir de le rencontrer. Mais je ne vis aucun signe de sa présence, et répugné à m'approcher de la ferme. Alors que je m'en retournai, je croisai un vieux paysan qui m'inspecta de la tête aux pieds, de son regard rusé. « Pour sûr, vous venez du château, pas vrai ?» lança-t-il.
Oui, et je suis à la recherche d'un ami qui est peut-être passé par ici. Ah, un petit homme qui parle autant avec les mains qu'avec la bouche. Fait partie de ces Belges qui sont installés au village, pas vrai? C'est bien lui. Il était dans les parages? S'il était dans les parages, plutôt 2 fois qu'une même. Une connaissance à vous, pas vrai? Ah, vous autres du château, vous faites une sacrée brochette, pour sûr. Et il m'observa de ses yeux malicieux. De mon ton le plus détaché, j'en profitai pour m'enquérir. Pourquoi donc? Beaucoup de gens du château viennent par ici? Il me gratifia d'un clin d'œil plein de sous-entendus. Un monsieur en particulier, monsieur. Pas la peine de le nommer, pas vrai? Mais il n'hésite pas à mettre la main au portefeuille, ça non. Ah, merci, vous aussi, monsieur, pour sûr. Je rentrai d'un pas vif. Evelyn Howard ne s'était donc pas trompée, et un dégoût profond m'envahit à la pensée qu'Alfred Inglethorpe avait dépensé sans retenue l'argent de sa femme. Était-ce pour le visage piquant de Madame Rix et son charme de gitane que le crime avait été commis, ou pour un motif plus indigne encore, l'argent? Un subtil mélange des deux, sans doute. Un point paraissait obséder curieusement Poirot. À 1 ou 2 reprises, il m'avait confié que Dorcas avait du mal à juger de l'heure de l'altercation. Et plus d'une fois, il lui avait demandé s'il n'était pas 16h30 plutôt que 16h, quand elle avait surpris les éclats de voix dans le boudoir. Mais la domestique ne voulait pas en démordre. 1 heure, peut-être même un peu plus, s'était écoulée entre le moment où elle avait perçu la querelle et 17h, quand elle avait apporté son thé à Madame Inglethorpe. L'audition des témoins eut lieu le vendredi suivant, au Styley's Arms, l'auberge du village. Avec Poirot, nous vînmes en spectateurs, car aucun de nous n'avait été cité à comparaître. Une fois les préliminaires d'usage accomplis, le jury fut invité à examiner le cadavre, et John Cavendish à l'identifier formellement. Ensuite, il fut le premier à être interrogé. Il décrivit son réveil à l'aube et les circonstances dans lesquelles était morte sa belle-mère. Puis ce fut le tour des médecins qui exposèrent leurs conclusions dans un silence attentif. Tous les regards convergeaient sur ce fameux spécialiste de Londres, de la plus haute autorité en matière de toxicologie. En quelques phrases concises, il résuma les conclusions tirées de l'autopsie. Si l'on passait sur les termes obscurs de la technique médicale, il résultait que le décès de Madame Inglethorpe était imputable à un empoisonnement à la strychnine. Le docteur Bauerstein évaluait la quantité ingérée à 3/4 de gramme, sans doute davantage. La victime a-t-elle pu avaler le poison par inadvertance? Demanda le coroner. Selon moi, c'est peu probable. À la différence des autres substances toxiques, la strychnine n'est pas employée dans des produits domestiques. De plus, elle n'est vendue que sur ordonnance. Vos constatations vous permettent-elles de déterminer la façon dont a été administré le poison? Non. Vous êtes arrivé à Styles avant le docteur Wilkins, n'est-ce pas? C'est exact. Je passais devant les grilles du parc quand l'automobile est sortie. On m'a prévenu et j'ai couru aussi vite que j'ai pu jusqu'à la maison. Pouvez-vous nous donner un compte-rendu précis des événements qui ont suivi? Je suis allé à la chambre de Madame Inglethorpe. J'ai constaté tout de suite qu'elle était dans une phase de convulsion tétanique caractérisée. Elle s'est tournée vers moi et s'est écriée « Alfred, Alfred !» D'après vous, la strychnine pouvait-elle se trouver dans le café que lui a apporté son mari après le repas? C'est possible. Néanmoins, la strychnine est un poison à effet rapide. Les premiers symptômes apparaissent 1 à 2 heures après l'ingestion. Ils peuvent être retardés dans certaines circonstances, toutes absentes dans le cas qui nous intéresse. Je suppose que Madame Inglethorpe a bu son café vers 20 heures. Or, les réactions physiques à l'empoisonnement ne sont apparues qu'aux premières heures le lendemain matin, ce qui semble indiquer que l'absorption s'est située nettement plus tard au cours de la nuit. Madame Inglethorpe avait l'habitude de boire une tasse de cacao pendant la nuit. La strychnine a-t-elle pu être mélangée à ce breuvage? Non, j'ai fait analyser un échantillon de cacao prélevé dans la casserole. Aucune trace de strychnine n'est discernable. À côté de moi, je perçus le petit rire étouffé de Poirot. « Vous vous en doutiez donc ?» lui demandai-je. « Écoutez plutôt.
Je me dois d'ajouter, continuait le docteur Bauerstein, que tout autre résultat m'eût considérablement surpris. Pourquoi? Tout simplement parce que la strychnine est particulièrement amère. On la décèle dans une solution au 70 millième, et seul un aliment très parfumé pourrait la neutraliser. Le cacao ne parviendrait en aucun cas à ce résultat. Un des jurés demanda s'il en allait de même pour le café. C'est différent. Son amertume propre pourrait couvrir celle de la strychnine. Vous pensez donc qu'il est plus probable que le poison a été mélangé au café, mais que ses effets ont été retardés pour une raison inconnue? Oui, hélas, il nous est impossible d'analyser le contenu de la tasse qu'on a retrouvée réduite en miettes. La déposition du docteur Wilkins vint confirmer en tout point celle de son confrère. Quant à l'hypothèse du suicide, il la réfuta avec la dernière énergie. Si la disparue n'avait plus le cœur très solide, sa santé générale restait très satisfaisante, et elle jouissait d'une nature dynamique et équilibrée. D'après le docteur Wilkins, elle eût été la dernière à envisager le suicide. Lawrence Cavendish fut le suivant à comparaître. Ses déclarations, qui reprenaient celles de son frère, n'apportèrent aucune révélation. Néanmoins, alors qu'il allait se retirer, il se ravisa et d'un regard humble interrogea le coroner. « Puis-je me permettre une suggestion ?»« Je vous en prie, monsieur Cavendish, » répondit aussitôt monsieur Wells. « Notre présence ici a pour seul but de faire toute la lumière sur le décès de madame Inglethorpe. Nous sommes prêts à entendre tout ce qui pourrait nous aider en ce sens. »« C'est une idée qui m'est venue, » commença Lawrence, non sans hésitation. « Et si je me trompe peut-être, mais il me semble qu'une cause naturelle pourrait expliquer le décès de ma mère. Qu'est-ce qui vous fait penser cela, monsieur Cavendish? Depuis quelque temps, ma mère prenait régulièrement un fortifiant contenant de la strychnine. »« Ah !» lâcha le coroner. Le jury était tout oreille. « Si je ne me trompe, poursuivit Lawrence, on a connu des cas semblables où l'accumulation d'une certaine dose de drogue contenue dans un médicament pris quotidiennement a fini par causer le décès du patient. Par ailleurs, ma mère ne se serait-elle pas administrée par inadvertance une dose massive et mortelle de fortifiant? Nous vous sommes très reconnaissants de cette précision, monsieur Cavendish. Nous ne savions pas que votre mère prenait un médicament contenant de la strychnine. » Mais le docteur Wilkins, rappelé à la barre pour donner son avis, réfuta cette hypothèse. « Cette suggestion n'est absolument pas valable. Tout médecin vous en dira autant. Si la strychnine fait partie des substances toxiques susceptibles de s'accumuler dans l'organisme, elle ne peut en aucun cas provoquer une mort aussi soudaine. D'ailleurs, dans ces circonstances, le décès aurait été précédé de troubles chroniques que j'aurais aussitôt remarqués. Cette hypothèse est absurde. » Et la seconde suggestion de M. Cavendish, Madame Inglethorpe peut-elle avoir succombé à une prise accidentelle et trop importante de son fortifiant? La mort n'aurait pu résulter de l'ingestion simultanée de 3 ou même de 4 doses. Certes, Madame Inglethorpe avait toujours à portée de main une réserve importante de ce fortifiant, car elle s'approvisionnait directement chez Coutts, le pharmacien en gros de Tadminster. Mais il lui aurait fallu vider le flacon entier pour expliquer le taux de strychnine découvert à l'autopsie. Vous jugez donc que le fortifiant ne peut avoir causé la mort de madame Inglethorpe? Absolument. Cette supposition est dénuée de tout sens commun. Le jury qui était déjà intervenu lança l'idée d'une erreur de dosage du préparateur. Une erreur humaine est certes toujours possible, admit le médecin. Avec Dorcas qui déposa après le docteur Wilkins, cette hypothèse se révéla nulle et non avenue. Madame Inglethorpe avait pris la dernière dose du flacon de fortifiant le jour même de sa mort. Le remède ne venait donc pas d'être préparé. On abandonna la piste du fortifiant et le coroner poursuivit ses auditions. Dorcas raconta son réveil brutal à la suite du violent coup de sonnette de sa maîtresse et la façon dont elle s'était prise pour tirer toute la maisonnée du sommeil. M. Wells s'intéressa ensuite à l'altercation de l'après-midi précédente. Le témoignage de Dorcas à ce sujet ne fut qu'une répétition de ce que Poirot et moi avions déjà entendu.
Je m'abstiendrai donc de le transcrire ici. Puis Mary Cavendish prit la suite de la domestique. Elle se tenait très droite et fit sa déposition avec une grande clarté et un calme souverain. Comme le coroner lui demandait à quelle heure elle s'était réveillée, elle déclara s'être levée à 4h30, comme tous les jours. Le bruit sourd d'une chute l'avait fait sursauter, tandis qu'elle s'habillait. C'était sans doute la table de chevet qu'on a retrouvée renversée, commenta le coroner. J'ai ouvert ma porte pour écouter, poursuivit Mary Cavendish. Il y eut un violent coup de sonnette, et Dorcas est arrivée en hâte pour réveiller mon mari. Ensuite, nous sommes tous allés à la chambre de ma belle-mère, mais la porte était fermée. Je pense qu'il est inutile de vous ennuyer avec la relation de ce qui a suivi, intervint le coroner. Nous avons déjà toutes les précisions nécessaires. En revanche, si vous vouliez bien nous parler de cette altercation que vous avez entendue la veille, moi, je discernai une pointe d'insolence dans sa voix. D'une main, et tout en détournant légèrement la tête, elle ajusta le volant de dentelle qui ornait le col de sa robe. J'eus soudain le sentiment qu'elle tentait de gagner du temps. « Oui, reprit M. Wells, sans se démonter. J'ai cru comprendre que vous lisiez sur le banc situé sous la fenêtre du boudoir, est-ce exact? Je n'étais pas au courant de ce fait, et coulant un regard oblique vers Poirot, je gageai qu'il en allait de même pour lui. Elle marqua une hésitation à peine perceptible avant d'acquiescer. C'est exact, en effet. Et cette fenêtre était-elle ouverte? Son visage pâlit, tandis qu'elle répondit par l'affirmative. Oui. Donc la dispute qui se déroulait dans le boudoir n'a pu vous échapper, d'autant qu'elle était assez vive. En fait, vous entendiez certainement mieux les voix d'où vous vous trouviez que si vous aviez été dans le vestibule. Peut-être bien. Voudriez-vous nous répéter les propos que vous avez surpris? Je n'en garde aucun souvenir. Vous prétendez ne pas avoir perçu la moindre bribe de cette altercation? Aussi, j'ai bien entendu des voix, mais je n'ai pas fait attention à ce que ces voix pouvaient dire. Ses joues rosirent un peu, et elle ajouta. Je n'ai pas l'habitude d'écouter les conversations privées. Et vous ne vous souvenez même pas du mot ou de la phrase indiquant qu'il s'agissait bien là de ce que vous appelez une conversation privée? Insista le coroner. Un instant, elle sembla s'absorber dans une réflexion. Puis elle déclara, toujours aussi calmement. Si, je me souviens que Madame Inglethorpe a dit quelque chose, mais je ne me rappelle pas exactement quoi, à propos d'un scandale possible entre époux. L'air satisfait, le coroner se renversa sur son fauteuil. Eh bien voilà qui corrobore la déposition de Dorcas sur ce point. Veuillez pardonner mon insistance, Madame Cavendish, mais comment se fait-il que vous ne vous soyez pas éloignée, puisque vous veniez de comprendre qu'il s'agissait d'un entretien à caractère privé? Vous êtes donc restée assise sur votre banc. Les yeux fauves de la jeune femme brillèrent d'un bref éclat, et j'eus la certitude qu'elle aurait volontiers mis en pièces ce petit homme de loi aux questions lourdes d'insinuation. Pourtant, c'est encore d'une voix posée qu'elle répondit. Oui, je m'y trouvais très bien, et j'étais absorbée par ma lecture. C'est là tout ce que vous pouvez nous apprendre? C'est tout. J'avais la très nette impression que M. Wells n'était pas convaincu, et qu'il la soupçonnait de taire bien des choses. Amy Hill, caissière de son état, lui succéda à la barre. Le 17 juillet dans l'après-midi, confirma-t-elle, elle avait vendu une feuille de papier timbrée à William Earl, aide-jardinier à Styles Court. Ce dernier, ainsi que Manning, vinrent ensuite déclarer à la barre avoir contresigné un document le même jour, à la demande de Madame Inglethorpe. Manning affirma qu'il devait être 16h30, tandis que William Earl situait ce moment un peu plus tôt. Puis ce fut le tour de Cynthia Murdoch de témoigner. En fait, elle avait peu de choses à dire, étant restée endormie jusqu'au moment où Madame Cavendish l'avait tirée de son sommeil. « Vous n'avez pas entendu tomber la table de chevet? »« Non, je dormais à point fermé. »« Vous dormiez du sommeil du juste, » approuva M. Wells avec un sourire. « Merci, Miss Murdoch, ce sera tout. Miss Howard, s'il vous plaît. » Evie montra au coroner la lettre que lui avait adressée Madame Inglethorpe le soir du 17. Bien sûr, Poirot et moi
l'avions déjà lue. Elle n'éclairait d'ailleurs en rien notre affaire. En voici la reproduction. Le 17 juillet, Styles Court. Ma chère Evelyne, ne pourrions-nous pas enterrer la hache de guerre? J'ai du mal à oublier les horreurs que vous m'avez dites sur une personne que j'idolâtre. Mais je ne suis qu'une vieille femme qui vous aime beaucoup. Affectueusement, Emily Inglethorpe. Monsieur Wells la fit passer aux membres du jury qui l'examinèrent avec le plus grand soin. Elle ne nous sera pas d'un très grand secours, soupira l'homme de loi. Il n'y est fait mention d'aucun détail ayant trait à cet après-midi-là. Pour moi, c'est pourtant clair, comme de l'eau de roche, riposta Miss Howard. Elle prouve bien que ma pauvre vieille amie avait compris qu'on s'était fichu d'elle. Rien de tel n'est suggéré dans ces quelques lignes, fit remarquer le coroner. Parce que Émilie n'a jamais su admettre ses erreurs. Mais moi, je la connaissais bien. Elle voulait que je revienne. Seulement, pas question pour elle d'avouer que j'avais raison. Oh non, elle a donc esquivé le problème. La plupart des gens font pareil, mais moi, ce n'est pas mon genre. M. Wells eut du mal à dissimuler un sourire, et il en allait de même, remarquai-je, de plusieurs membres du jury. Miss Howard et ses foucades étaient bien connues de tous. Ce qui est sûr, reprit-elle, en toisant le jury d'un regard méprisant, c'est que tous ces papotages nous font perdre du temps. Papoter, papoter et papoter. Tout ce que vous voudrez. Mais tout le monde sait très bien que... Merci, Miss Howard, coupa le coroner qui ne voulait pas en entendre davantage. Ce sera tout. Je crois bien qu'il y eut un soupir de soulagement lorsqu'elle quitta la barre. Le témoignage suivant fit sensation. C'était celui d'Albert Mace, le préparateur en pharmacie. Ce garçon mince et nerveux, au visage livide, qui nous avait rendu visite à l'Eastways Cottage, en réponse aux questions de M. Wells, il déclina sa qualification et indiqua qu'il ne travaillait au village que depuis peu. Il remplaçait le préparateur en titre, appelé sous les drapeaux. Ces précisions établies, le coroner en vint au fait. « Monsieur Mace, avez-vous récemment vendu de la strychnine sans ordonnance? »« Oui, monsieur. »« Quand cela s'est-il passé? »« Lundi en fin d'après-midi, monsieur. »« Lundi? Pas plutôt mardi? » ?»« Non, monsieur. Lundi dernier, le 16 juillet. »« Pourriez-vous nous révéler l'identité de votre acheteur? » On aurait entendu une mouche voler. « Certainement, monsieur. Il s'agissait de monsieur Inglethorpe. » Tous les regards convergèrent sur ce dernier. Vivante image du flegme et de l'impassibilité. Au moment où ces mots accusateurs tombèrent des lèvres du préparateur, il eut un tressaillement à peine perceptible. J'aurais juré qu'il allait bondir, mais il n'en fit rien, et se contenta d'afficher un étonnement remarquablement fin. « Monsieur Mace, êtes-vous bien sûr de ce que vous avancez ?» insista le coroner avec une certaine gravité. « Sûr et certain, monsieur. Et vous avez l'habitude de vendre ainsi de la strychnine à tout un chacun ?» Le pauvre garçon parut se recroqueviller sous le regard sévère du coroner. « Oh non, monsieur, bien sûr que non. Mais en reconnaissant monsieur Inglethorpe de Styles Court, je ne me suis pas inquiété. Il m'a dit qu'il en avait besoin pour empoisonner un chien. » En moi-même, je compatissais. Quoi de plus humain, en effet, que de se montrer arrangeant avec les châteaux, d'autant que ce simple geste aurait pu inciter le hobereau à transférer sa clientèle de chez Coutts à la pharmacie locale. D'habitude, tout acheteur d'une substance toxique ne doit-il pas signer un registre que vous lui présentez? Si, monsieur. Et c'est ce qu'a fait monsieur Inglethorpe. Pourriez-vous produire ce registre? Oui, monsieur. Et le préparateur le tendit à monsieur Wells. Celui-ci mit fin au supplice du pauvre jeune homme, après quelques mots de remontrance. Puis tout le monde retint sa respiration, et Alfred Inglethorpe fut appelé à son tour. Comprenait-il à quel point la corde se resserrait autour de son cou? Le coroner n'y alla pas par quatre chemins. Avez-vous acheté lundi soir dernier de la strychnine dans le but d'empoisonner un chien? Non, répondit Alfred Inglethorpe d'un ton parfaitement calme.
À Styles Court, il n'y a d'ailleurs qu'un chien de berger, qui est en parfaite santé. Vous niez donc avoir acheté lundi dernier, à M. Mace, une certaine quantité de strychnine, sous ce prétexte. Je le nie. Niez-vous également ceci? Dit M. Wells en lui tendant le registre ouvert à la page où était apposée sa signature. Absolument. L'écriture est très différente de la mienne, et je peux vous le prouver sur le champ. Tirant de sa poche une enveloppe usagée, il y apposa sa signature et la donna au jury. Les deux écritures étaient effectivement très dissemblables. Alors comment expliquez-vous la déclaration de M. Mace? M. Mace a dû se tromper, répondit froidement Ingeltorp. Un moment, le coroner hésita. Puis il demanda. Simple formalité, monsieur Ingeltorp, cela ne vous ennuie-t-il pas de nous dire où vous vous trouviez en fin d'après-midi ce lundi 16 juillet? J'ai beau chercher, je ne m'en souviens pas. C'est absurde, monsieur Ingeltorp, s'emporta le coroner. Réfléchissez encore. Ingeltorp secoua la tête. Rien à faire, je crois que j'étais sorti me promener. Dans quelle direction? Aucune idée. Le visage du coroner se ferma. Vous promeniez-vous avec quelqu'un? Non. Avez-vous rencontré quelqu'un en chemin? Non. Dommage, commenta M. Wells d'un ton sec. Je dois en conclure que vous refusez de nous dire où vous vous trouviez au moment où M. Mace affirme que vous entriez dans sa pharmacie pour acheter de la strychnine. Concluez comme il vous plaira. Faites attention, monsieur Ingeltorp. Poirot se trémoussait nerveusement. Sacré nom, murmura-t-il. Est-ce que cet imbécile tient à être inculpé? À l'évidence, M. Ingeltorp faisait mauvaise impression. Ses vaines dénégations n'auraient pas convaincu un enfant. Quoi qu'il en soit, le coroner sauta à la question suivante, et Poirot poussa un profond soupir de soulagement. Vous avez eu une dispute avec votre épouse mardi 17 au cours de l'après-midi, si mes renseignements sont bons. Toutes mes excuses, répliqua M. Ingeltorp, et vos renseignements sont mauvais. Je ne me suis pas querellé avec mon épouse, que j'aimais tendrement. Cette histoire est fausse de bout en bout. J'étais absent de Styles Court toute l'après-midi. Quelqu'un peut-il en témoigner? Vous avez ma parole, rétorqua M. Ingeltorp avec hauteur. Le coroner ne prit pas la peine de commenter cette réponse. 2 témoins sont prêts à jurer qu'ils vous ont entendu vous quereller avec votre femme, M. Ingeltorp. Ces témoins se sont trompés. J'étais désarçonné. Le calme et l'assurance de cet homme me sidéraient. Je jetai un coup d'œil à Poirot. Une expression de jubilation avait envahi ses traits, et je ne parvenais pas à en déceler la cause. Était-il enfin convaincu de la culpabilité d'Ingeltorp? Vous avez entendu les témoins précédents, reprit le coroner. Avez-vous une théorie concernant les derniers mots de votre épouse? Oui. Nous vous écoutons. Cela me semble assez simple. La pièce était mal éclairée. La taille et la corpulence du docteur Bauerstein sont très proches des miennes, et il porte la barbe comme moi. Dans la lumière diffuse de la chambre, ma pauvre femme qui souffrait alors le martyre nous a confondus. Eh, murmura Poirot pour lui-même. Mais c'est une idée, ça. Vous croyez que c'est vrai? Soufflai-je. Je n'ai pas dit ça, mais il faut reconnaître que cette explication est ingénieuse. Vous avez pris les derniers mots prononcés par ma femme pour une accusation, continuait Alfred Ingeltorp, alors qu'il n'était au contraire qu'un appel au secours. Le coroner médita un instant puis demanda. Sauf erreur de ma part, monsieur Ingeltorp, c'est bien vous qui avez rempli la tasse à café de votre femme et qui lui avez apporté ce soir-là. Je l'ai remplie, oui, mais je ne la lui ai pas apportée. J'en avais l'intention, quand j'ai été prévenu de la visite d'un ami qui m'attendait à la porte d'entrée. J'ai donc laissé la tasse sur la table du vestibule. Quand je suis revenu quelques minutes plus tard, elle n'y était plus. Vraie ou fausse, cette affirmation ne me parut guère disculper Ingeltorp. Dans un cas comme dans l'autre, il avait eu tout le temps de verser le poison dans la tasse. D'un petit coup de coude, Poirot me fit remarquer 2 hommes assis non loin de la porte. Le premier était de petite taille, brun avec un visage de fouine et une expression rusée. Le second était grand et blond. Perplexe, j'interrogeai Poirot des yeux, et il approcha ses lèvres de mon oreille. « Vous ne reconnaissez pas le plus petit des deux ?» Je secouai la tête. «
C'est l'inspecteur James Japp de Scotland Yard. Jimmy Japp. L'autre appartient aussi à Scotland Yard. La situation évolue à toute vitesse, mon ami. J'observais les deux hommes avec attention. Aucun des deux ne ressemblait à un limier du Yard. Et jamais je n'aurais soupçonné leur identité. J'en étais là à mes réflexions quand le verdict me fit sursauter. Assassinat avec préméditation par un ou plusieurs inconnus. Poirot paie ses dettes. En sortant de Styles Arms, Poirot me prit le bras pour m'attirer à l'écart. Je ne tardais pas à découvrir le but de sa manœuvre. Il guettait les deux hommes de Scotland Yard. Lorsqu'ils sortirent à leur tour, Poirot accosta le plus petit des deux. « J'ai bien peur que vous ne me reconnaissiez pas, inspecteur Japp. »« Ça, par exemple, mais c'est monsieur Poirot !» s'exclama l'inspecteur, avant d'expliquer à son collègue. « Vous m'avez entendu parler de monsieur Poirot, non? Lui et moi avons fait équipe en 1904 sur l'affaire des faux d'Abercrombie. Ce salopard est tombé à Bruxelles. Vous vous souvenez? Ah, c'était une grande époque. Oui, monsieur. Et le baron Altara, vous vous rappelez? Encore un drôle de truand. Il avait réussi à échapper à toutes les polices d'Europe. Mais nous l'avons épinglé à Anvers, et ce grâce à monsieur Poirot. Je m'étais approché tandis que s'échangeaient ces souvenirs communs, et Poirot me présenta à l'inspecteur Japp, qui lui-même nous présenta le superintendant Summerhay. « Je pense, messieurs, qu'il est inutile de vous demander pourquoi vous êtes ici aujourd'hui, fit Poirot. » Japp eut un clin d'œil de connivence. « C'est assez évident, en effet, tout comme ce cas qui me semble limpide. » Le visage de Poirot se fit grave. « Voilà un point de vue que je ne partage pas. »« Allons donc, intervient Summerhay pour la première fois. L'affaire est pourtant claire, cet homme a été pris la main dans le sac. Seule sa stupidité m'étonne. » Cependant, Japp scrutait le visage de Poirot. « Prudence, Summerhay, fit-il sur le ton de la plaisanterie. Monsieur et moi sommes de vieilles connaissances, et son jugement prime pour moi sur n'importe quel autre. À moins d'une grossière erreur, j'ai l'impression qu'il garde un atout dans sa manche. Je me trompe, monsieur Poirot. » Poirot sourit. « Je suis parvenu à certaines conclusions, c'est exact. » Si Summerhay conservait une expression sceptique, Japp continuait d'observer Poirot. « Jusqu'ici, dit-il, nous n'avons vu cette affaire que de l'extérieur. Dans ce genre de cas, où le meurtre n'est admis qu'en première conclusion de l'enquête, Scotland Yard est très désavantagé. Il faut être sur les lieux aussitôt, et c'est pourquoi M. Poirot a une longueur d'avance sur nous. Sans ce médecin, qui s'est montré assez intelligent pour nous prévenir, par l'intermédiaire du coroner, nous ne serions pas encore sur le pied de guerre. Mais vous, monsieur Poirot, vous êtes sur les lieux depuis le début du drame. Vous avez peut-être glané quelques indices intéressants. D'après les témoignages que nous venons d'entendre, il est évident que monsieur Engelthorpe a empoisonné son épouse. Et s'il y a un autre que vous paraissez en douter, je lui éclaterai de rire au nez. Je suis même surpris. Je vous l'avoue que le jury n'ait pas déjà demandé son inculpation pour meurtre, avec préméditation. Sans le coroner, qui m'a semblé les freiner, je suis sûr que les jurés auraient conclu à la culpabilité. Mais qui sait? Si vous n'avez pas dans votre poche un mandat d'arrêt à son nom, insista Poirot. Le masque impénétrable du parfait policier tomba immédiatement sur le visage d'habitude expressif de Japp. Qui sait? Répondit-il froidement. Poirot lui jeta un regard pensif. « Messieurs, je tiens beaucoup à ce que cet homme ne soit pas arrêté. »« Et puis quoi encore ?» objecta Summerhay, sarcastique. Japp considérait Poirot avec une perplexité assez comique. « Soyez chic, monsieur Poirot, donnez-nous un début de piste. Vous qui suivez l'affaire depuis le début. Le Yard n'aime guère commettre des erreurs, vous le savez. »« Je le crois volontiers, » approuva mon ami avec un hochement de tête. Aussi, je peux vous dire une bonne chose. Utilisez votre mandat et arrêtez M. Engelthorpe si vous le désirez. Mais vous n'en récolterez aucun laurier. Les charges contre lui tomberont immédiatement. Comme ça.
et il claqua des doigts pour illustrer son propos. Le visage de Japp devint grave, tandis que Summerhay poussait un grognement incrédule. Pour ma part, j'étais ébahi. Une seule conclusion me vint à l'esprit. Poirot avait perdu la tête. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite. Merci pour votre écoute. Au revoir.